Je donne... Non, là là, non, pas du tout, je fais jamais ça. Salut chers auditorices, c'est Camille Test. Il y a quelques jours, une copine à qui je demandais ce qui l'angoissait le plus au monde m'a confié qu'elle ne supportait pas de passer du temps toute seule. Cette réponse m'a conduite à me questionner sur mon propre rapport à la solitude. Petite, composer avec les autres me demandait beaucoup d'efforts. J'ai mis longtemps à regarder les sports d'équipe ou les colonies de vacances autrement qu'avec effroi. Ce que j'aimais par-dessus tout, c'était jouer seule, dessiner seule, fabriquer des cabanes sans que personne ne m'explique comment faire. Et s'il fallait être accompagnée, j'aimais tout autant que ce soit par mon chien, mon chat ou par les amis imaginaires qu'il m'arrivait de m'inventer. Avec le temps, j'ai appris à être plus sociable, à composer avec les autres. Mais encore aujourd'hui, je dois dire que ce que j'aime le plus, c'est bouffer seul au resto, courir seul dans les bois, ou repeindre à 3h du mat un mur seul, chez moi. En fait, je crois que c'est dans la solitude que je me sens la plus libre et la plus créative. Si je rechigne autant à avoir des gosses ou à m'installer en couple, si je travaille au point souvent de frôler le burn-out, c'est que coûte, je veux conserver non seulement une chambre à moi, pour reprendre l'expression de Virginia Woolf qui voyait une condition de l'émancipation des femmes, mais même, en fait, tout un monde à moi. Alors que de nombreux spécialistes s'inquiètent aujourd'hui de l'épidémie de solitude qui semble ravager notre société, et alors que nous conspuons à raison sans doute l'hyper-individualisme, comment justifier ce besoin pressant d'être seul ? Mon invité du jour a répondu à cette question et je m'en réjouis. Bienvenue Lorraine Bastide. Merci Camille. Alors Lorraine, tu es journaliste, essayiste, podcasteuse et une grande voix du féminisme contemporain. On te connaît pour tes podcasts La Poudre et Folie Douce. On te connaît aussi pour tes livres Présente, sorti en 2020, Futur, sorti en 2022, et tu reviens avec un nouvel ouvrage, Enfin seul, le tout aux éditions Alary. Tes 2 premiers essais, ça a été plutôt on peut le dire, des énormes succès et puis des boussoles en fait du féminisme contemporain. Enfin seul, en quoi c'est une suite ? Est-ce que c'est une suite en fait ? Oui, je pense que c'est vraiment le prolongement, en fait. Si j'y réfléchis bien, dans Présente, je m'intéressais principalement à la place des femmes dans l'espace public. Ça a été mon point de départ, en fait. Je suis devenue féministe en observant la façon dont les femmes occupaient les médias, la rue, la ville. Et en fait, cette réflexion sur la solitude des femmes, sur le droit des femmes à avoir leur monde à soi, comme tu l'as très joliment dit dans ton intro que j'ai adoré, c'est directement lié à cette question, en fait. C'est directement lié au fait qu'on renvoie les femmes à la sphère privée. Donc oui, cette réflexion sur l'enfant solitude que je mène dans ce livre, et j'ai fait des petits air quotes autour de enfant solitude pour m'auto-citer, c'est clairement une réflexion féministe. Alors du coup, qu'est-ce que c'est l'enfant solitude ? L'enfant solitude, je me sers de ce enfant pour désigner le fait que dans l'histoire, c'est très récent. En fait, la possibilité pour les femmes d'être seules chez elles, déjà d'avoir un chez elles, d'avoir un salaire, d'avoir un compte en banque, ça fait vraiment que 60 ans, en fait, ça fait 2 secondes qu'on a le droit, de pouvoir exister hors du foyer paternel, hors du foyer conjugal, de pouvoir se construire une vie à soi hors d'une famille, au format traditionnel, patriarcal. En fait, c'est très, très récent. Et donc, en fait, ce enfant, il désigne l'aboutissement de lutte, de siècles de lutte pour obtenir ce droit à être seule. Et puis, c'est un livre où je parle aussi beaucoup de mon expérience personnelle, où j'essaye aussi d'analyser pourquoi, comme toi, je me sens si heureuse quand je suis seule aujourd'hui, mais pourquoi moi j'ai mis tant de temps à trouver cette joie et cette sérénité dans ma solitude. Oui, tu écris, quand j'ai dit à mon psy que j'écrivais un livre sur la solitude, il a éclaté de rire. Oui, car mon psy est très présent dans mon livre. Mais alors, la solitude dont tu parles, c'est quelle solitude ? Parce que je le disais en intro, on parle d'une épidémie de solitude. On sait que pour beaucoup, la solitude, c'est une angoisse et c'est subi, c'est clairement pas choisi. Comment tu fais la différence entre ces solitudes-là ? C'est hyper important et j'ai vraiment pris le temps dans une très grosse intro de bien poser les choses. Je fais pas la promotion de l'isolement social, je fais pas la
promotion de la détresse qu'on peut ressentir quand on se sent seul, pas du tout. En fait, je pense que le problème réside dans l'ambiguïté qui tourne autour du mot solitude en français. Où en fait, quand on dit solitude, on ne dit pas si c'est choisi ou subi, on ne dit pas si c'est une émotion ou un état de fait, alors que par exemple en anglais, il y a des mots précis pour désigner chaque chose. Par exemple, aloneness, to be on your own, ça veut dire vraiment que tu es seul physiquement, alors que loneliness, c'est un sentiment, c'est une émotion de détresse dans la solitude qui n'est pas du tout souhaitable. Donc la solitude que je désigne renvoie plus d'ailleurs à un mot qui existe en anglais qui s'appelle solitude, qui est plus en fait la capacité à être en autonomie, à être bien avec soi-même, à être ancré en soi, à trouver en soi les ressources affectives, émotionnelles, créatives pour être en autonomie par rapport au monde. Et c'est ça que j'essaye de chercher en fait dans ces pages, parce que j'ai l'impression que cette solitude-là, elle a longtemps été déniée aux femmes. Alors tu montres d'ailleurs que cette valorisation de la solitude, on peut la dater dans l'histoire et tu cites notamment la Renaissance et le moment où on commence à créer non plus seulement des grands espaces où on vit tous ensemble, mais des petites pièces où on peut bouquiner, créer, mais qu'en fait ces petites pièces, elles sont pas pour les femmes à la Renaissance. Exactement, elles sont littéralement interdites aux femmes, tout comme l'étaient les universités et tous les lieux de savoir. Ça, je le tire d'un livre qui est d'une historienne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sabine Melchior, Histoire de la solitude. Et effectivement, elle explique qu'à la Renaissance, alors il y a plusieurs événements dans la société qui génèrent une forme de grosse anxiété généralisée. Alors il y a la peste noire qui a ravagé l'Europe, il y a la découverte de l'Amérique. Alors c'est un peu en vrac, hein, je mets 100 ans dans un seul sac. Il y a évidemment Galilée, Copernic, la compréhension que peut-être on est juste un caillou qui flotte dans l'univers. Et donc effectivement, les contemporains de Montaigne de cette époque-là commencent à s'interroger sur la place de l'homme, sur l'existence de Dieu. Et donc il y a vite besoin de se mettre tranquille dans un petit bureau avec une porte bien fermée et quelques bouquins pour réfléchir à la condition humaine, peut-être jeter quelques pensées sur le papier. Et donc c'est l'invention de ce qu'on appelle le studiolo florentin. Et effectivement, c'est une pièce qui ferme à clé, qui est toute petite, qui est vraiment l'ancêtre du bureau, quoi, ce qu'on pourrait appeler le bureau dans nos maisons actuelles. Et c'était une pièce qui était réservée aux maîtres de maison. Donc le privilège de s'isoler pour réfléchir, pour écrire, pour penser à soi, pour élucubrer, est un privilège réservé aux hommes dès son invention. Et c'est vrai que dans la peinture, au cinéma, on a ces images d'hommes qui réfléchissent comme ça, qui écrivent, qui peignent, voilà. Et les femmes, on n'a pas grand-chose. Toi, tu dis qu'on a, à la limite, les femmes seules, on a Bridget Jones, quoi. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, l'homme solitaire, on va tout de suite l'imaginer comme un meneur de foule, paradoxalement, ou comme quelqu'un qui s'isole, mais pour mieux réfléchir à la marche du monde. Et je renvoie encore à Montaigne, dont les pensées ont été utilisées comme un outil pour éclairer l'humanisme qu'on convoque encore aujourd'hui, alors que c'était littéralement un gars tout seul qui est enfermé dans sa tour, qui toute sa vie a écrit et pleuré d'ailleurs la mort de son ami la Boétie, donc vraiment littéralement appuyé sur sa solitude. Ou alors on peut penser aussi à Rousseau, au promeneur solitaire, qui est considéré comme un grand humaniste. Donc en fait, on n'a pas de mal à associer le fait qu'un homme puisse s'isoler pour offrir quelque chose au monde, s'isoler pour se relier au monde, pour penser le monde. Alors qu'une femme qui s'isole, ça va être la vieille fille, et elle va être isolée dans son intimité, dans sa vie privée. Et c'est vraiment l'un des marqueurs les plus précis du sexisme. Et c'est vraiment comme ça qu'historiquement, on a renfermé les femmes dans leur foyer. Les femmes sont toujours renvoyées à l'intime, sont toujours renvoyées à la sphère privée, y compris dans leur solitude. Donc quand on dit femme seule, on imagine une célibataire. Et on imagine volontiers Bridget Jones. Oui, d'ailleurs, tu dis les femmes seules ne sont pas des femmes. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je veux dire par là que finalement, je convoque Monique Wittig et cette phrase « les lesbiennes ne sont pas des femmes », qui était une façon de dire que finalement, en choisissant un mode de vie en dehors de l'hétérosexualité, les lesbiennes en fait échappaient complètement à ce qui était la condition sociale, culturelle de ce que signifiait être une femme, c'est-à-dire être soumise à un homme. Et il me semble que dans la continuité de Wittig, on peut dire qu'une femme qui choisit de vivre seule, qui choisit de ne pas être au service d'eux, que
que de ne pas être dans un care quotidien pour d'autres personnes dans son foyer échappe en grande partie à ce que la société entend par femme. Alors, tu racontes plein d'expériences personnelles, de moments de solitude où t'es parfois en forêt, ou parfois tu te laves les dents, t'es chez toi, enfin bref, tu fais tes trucs, quoi. Et puis, tu dis, à un moment où t'es chez toi, tu dis, je me laisse plus engueuler, je ne me laisse plus surveiller. Et en fait, à la lecture de cette phrase, je ne me laisse plus surveiller, j'avoue, j'ai poussé une sorte de cri. Et je me suis dit, mais oui, enfin, en fait, on lui fout la paix. Et moi aussi, je me suis dit, mais putain, mais oui, mais c'est trop bien ces moments où on nous fout la paix. Et ce que je trouve dingue, c'est que la surveillance, on pourrait dire, je sais pas, on n'est pas ni en prison, ni on n'est pas les enfants. Et en fait, la condition de la femme, c'est aussi une condition où on est constamment surveillé. Ouais. J'ai failli intituler le livre, mettre un sous-titre, Les femmes sous surveillance. Cette notion de surveillance, je crois qu'elle est vraiment fondamentale pour comprendre ce dont on est en train de parler là. J'essayais effectivement de comprendre pourquoi je me sens si bien, quoi. D'où vient ce relâchement dans mes épaules? Pourquoi je respire mieux? Et parce qu'en fait, je n'ai plus l'impression qu'il y a quelqu'un perché sur mon épaule qui vient de m'expliquer qu'il faut que je croise les jambes, qu'il faut que je parle plus doucement, qu'il faut que je souris, qu'il faut que je me lave les cheveux, qu'il faut que je me tienne bien, etc., etc. Enfin, c'est vraiment ce sentiment d'échapper en quelque sorte aux injonctions. Alors, on pourrait penser qu'aujourd'hui, ces injonctions, on en est un peu libéré. C'est vrai qu'on nous oblige plus à apprendre la couture et le repassage à l'école, et il y a tout un tas de choses dont, heureusement, on a pu se libérer. Mais c'est aussi des injonctions à la beauté. C'est aussi la façon dont on nous a appris, inculqué l'art de nous auto-surveiller, de surveiller notre poids, de surveiller les marques de l'âge sur notre visage, de surveiller notre apparence en règle générale. Et je pense que vraiment, ça apporte un soulagement mental très fort que de pouvoir être entièrement à son propre rythme, à sa propre horloge, à sa propre apparence, et de laisser notamment son corps se relâcher dans un espace où personne ne vient le chercher, quoi. Oui, ça veut dire arrêter de rentrer le ventre, arrêter de se coiffer. Oui. Tu décris ces choses très concrètes qui font du bien, en fait. Le plaisir d'être chez soi avec les cheveux gras, quoi. Ouais, et puis de porter le vêtement le plus informe de sa garde-robe, parce qu'évidemment que c'est le vieux jogging bouloché qu'on a depuis 15 ans, dans lequel on a envie de traîner chez soi, et so what, en fait. Mais en fait, tu montres aussi que la surveillance vient avec un risque, en fait, qui est un risque de mort, et tu reviens pour expliquer ça sur la chasse aux sorcières. Et tu montres que c'est la période de la Renaissance, à peu près, que les femmes étaient épiées, dénoncées, traquées. Enfin, en fait, on a ça dans nos corps, dans nos gènes, dans notre ADN, en fait, cette surveillance et le risque que ça induit. Et complètement. Ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience en lisant Isabelle Sorante, Le complexe de la sorcière, qui est vraiment un livre, je pense qu'il y a un avant et un après pour toute femme qui l'a lu. Elle avance l'idée qu'il y aurait une espèce de transmission intergénérationnelle de ces siècles au cours desquels on a vraiment littéralement épié les femmes dans le but de les balancer à l'Inquisition et de les punir. Et évidemment, la plupart des femmes qui ont été persécutées, brûlées à cette époque n'étaient pas des sorcières, c'était souvent des femmes seules, des femmes libres, des femmes parfois même qui portaient juste des valeurs politiques un peu révolutionnaires, et elles risquaient leur vie en fait pour avoir vécu hors de ces carcans. Isabelle Sorante avance l'idée qu'on a un inquisiteur intérieur, qu'on a à l'intérieur de nous une petite voix qui nous dit « Attention, ne t'écarte pas du chemin, sinon tu risques d'avoir des problèmes ». Donc je pense que c'est encore au fond très présent en nous. Et puis je pense aussi qu'au-delà de cette transmission séculaire, il y a encore énormément de manifestations aujourd'hui de cette chasse aux sorcières. On voit très bien que les femmes qui sont dans l'espace public souffrent de beaucoup plus de violence médiatique que les hommes. On sait que le cyberharcèlement touche beaucoup plus les femmes. On sait qu'on va beaucoup plus souvent voir des femmes devoir se retirer de la vie publique face à la violence de ce qui peut se déchaîner contre elles. Donc en fait, cette chasse aux sorcières, elle est encore très très présente. Je pense qu'on juge les femmes bien plus durement qu'on juge les hommes encore aujourd'hui. Et cet inquisiteur intérieur, tu le nommes aussi quand tu racontes comment toi tu jouais petite, et même quand tu jouais seule dans ta chambre, tu pensais à ton pote Antoine qui habite dans ta ville, mais clairement il n'est pas devant ta fenêtre, quoi. Et tu l'imagines en train de te regarder jouer. Et tu l'expliques un peu cette réalité avec des mots de Margaret Atwood. Vous êtes une femme avec un homme à l'intérieur qui regarde une femme. Ouais. Donc même quand on est seul, on n'est jamais seul. Exactement. Je me suis rendu compte que très très petite, j'avais appris
que mon existence n'avait de valeur que si j'étais regardée par un homme. Aussi parce qu'on encourageait beaucoup le fait d'être matée dans la rue. Alors, il faut dire, je suis un petit peu vieille. Je suis née bien avant MeToo, les enfants, à l'époque. Non, mais cela dit, je suis vieille et en même temps, je suis pas si vieille, quoi. Ça fait 2 secondes, hein. C'était littéralement hier. Dans les années 90, en fait, c'était très valorisé, le fait d'être sifflée dans la rue. C'est un petit peu ce que nos amis cherchaient à sauver dans leur tribune sur le droit d'importuner. C'est tellement agréable d'avoir des compliments d'un garçon dans la rue. Donc, non. Ça s'appelle du harcèlement de rue et ça n'est pas possible. Mais quand j'étais adolescente, on valorisait le fait, effectivement, d'être regardée. Et je pense qu'on nous apprend très, très tôt à intérioriser ce male gaze, qui a été théorisé dans le cadre du cinéma. Par Laura Mulavi, et qui en fait consiste en ce regard qui épie, qui découpe le corps, qui objectifie, qui sexualise. Je pense qu'on nous apprend à nous regarder nous-mêmes très jeunes avec ce regard-là. Tu parles aussi de nos intérieurs, de comment les femmes, on est dressées à tenir nos intérieurs proprement, et notamment pour le regard des hommes. Je crois qu'à un moment, tu racontes comment le père de tes enfants va venir les chercher ou aller dans la maison où tu es, et tout à coup, tu te mets à ranger comme une furie, alors qu'en fait, ça fait 3 jours que tu vivais dans le bordel, et ça t'allait très bien, en fait. Ouais, je vivais même pas trop dans le bordel. Franchement, je tiens pas trop mal la maison, mais c'est vrai qu'en fait, je me rappelle effectivement qu'il allait arriver et que je me suis dit... C'était presque plus une mise en scène, quoi. Il fallait absolument que je montre qu'il y avait des légumes frais au frigo, qu'il y ait une petite machine étendue, que ça sente bon le linge dans la maison. Je voulais en faire des caisses, en fait, je voulais en rajouter. C'était vraiment une force inconsciente en moi. J'aurais très bien pu rester sur la terrasse, sur mon transat, à bouquiner. Mais en fait, je me suis agitée avant son arrivée parce que... et c'est même pas forcément quelqu'un de fondamentalement macho, mais j'avais besoin de faire la démonstration que j'étais une bonne femme, que j'avais continué à maintenir ce qu'il est attendu de moi. Même dans la solitude. Même dans la solitude. Et ça, je pense que ça rattrape beaucoup de femmes. Je cite cette étude d'une sociologue qui s'appelle Erika Flau. C'est à peu près la seule recherche sociologique sur cette thématique de la solitude des femmes, avec cette approche de genre, cette approche féministe que j'ai pu trouver. C'est une étude qui date de 2009. Et Erika Flau, dans ce livre qui s'appelle Une vie à soi, a interrogé des dizaines de femmes qui sont en situation de solitude résidentielle, donc qui vivent seules chez elles. Il y a des femmes de tous les âges, de 20 à 80 ans, des jeunes célibataires, des femmes veuves, des femmes qui n'ont jamais été mariées, des femmes divorcées, dont les enfants ont quitté la maison. Il y a beaucoup de sociotypes, y compris sur le plan social, rural, urbain, etc. Et la majorité de ces femmes, même si elles vivent seules, même si elles sont complètement libérées de la charge mentale, domestique, de tenir un foyer, elles restent encore soumises d'une temporalité où finalement leur quotidien est rythmé encore par des tâches ménagères et par du soin apporté aux autres. Donc en fait, elles semblent presque incapables de se créer leur vie à elles, et elles continuent à s'occuper de la voisine qui est malade, à se dire « mais tous les mercredis, il y a lessive, tous les matins à 8h, je passe le balai », parce qu'elles n'arrivent pas en fait à sortir de cette horloge domestique. Et c'est ça qu'elle décrit comme une vie à soi. Une vie à soi, c'est le moment où on arrive à complètement s'affranchir de ces codes et à transformer son intérieur, non plus comme un foyer qui serait une sorte de vitrine de notre moralité, mais plus comme un abri, comme un véritable lieu à soi. Alors tu parles de la solitude au sein des maisons, du foyer, des effets que ça peut avoir, mais tu parles aussi d'être une femme seule dehors et des mythes qu'il y a autour de cette notion de femme seule dehors. Et notamment, tu évoques le mythe de la joggeuse. Et ça, je veux bien que tu nous expliques les conséquences que ça a sur nous et aussi d'où ça vient. Ouais. Alors le mythe de la joggeuse, je pense que vous en avez tous et toutes entendu parler. C'est que c'est malheureusement il y a des faits divers qui se reproduisent assez régulièrement où une femme qui faisait un jogging est assassinée ou violée au cours de sa sortie. C'est des faits divers qui font systématiquement les gros titres. Il y a un énorme sensationnalisme, parfois un voyeurisme un peu dégueulasse autour de ces meurtres de femmes. Et cette espèce d'idée récurrente qui persiste dans l'espace public que finalement, une femme qui fait son jogging dans l'espace public est en danger imminent. Je pense que ce genre d'outils sert à dissuader les femmes à arpenter l'espace public librement. Parce que finalement, oui, ça arrive, mais c'est extrêmement rare. C'est beaucoup, beaucoup,
beaucoup, infiniment plus rare qu'une femme qui est tuée dans son foyer par son mari. Et il n'y a pas de gros titre pour dire aux femmes qu'elles sont en danger quand elles rentrent chez elles et qu'il faut qu'elles s'assurent que leur mari n'est pas quelqu'un de potentiellement violent. Et puis je parle aussi d'Alexia Daval, qui est une femme qui a été assassinée au cours de son jogging. Évidemment, la presse s'est empressée de dire voilà encore une femme qui tombe sous les coups d'un fou furieux parce qu'elle est partie, l'imprudente, se balader seule en forêt. Cut, c'était son mari qui l'avait tuée. Donc je me suis interrogée sur cette mythologie et j'ai un peu remonté dans l'histoire et je me suis rendu compte que ça datait des années 80, où il y avait une joggeuse à Central Park qui avait été violée et agressée. Et à l'époque, Donald Trump, qui était uniquement un mania de la presse, avait utilisé ce fait divers pour accuser l'insécurité qui régnait supposément à Central Park à l'époque et viser évidemment en majorité des populations de jeunes hommes latinos ou noirs en situation de précarité qui mettraient les jeunes femmes blanches en danger. Donc il y a eu une énorme propagande qui a été faite autour du procès de 5 jeunes hommes qui ont été arrêtés, qui ont avoué sous une pression très très forte et qui ont fini par, vous savez, la justice américaine, parfois on plaide coupable pour avoir une moins forte peine, donc ils ont fini une moins forte peine, donc ils ont fini par plaider coupable. Et puis finalement, des années plus tard, grâce à des recoupements ADN, on s'est rendu compte que les violeurs de cette femme n'étaient pas du tout ces jeunes hommes qui ont été réhabilités, mais évidemment c'était trop tard. Et donc je trouve que ça montre bien aussi que derrière cette idée que les femmes seraient en danger dans l'espace public, il y a souvent une idéologie très conservatrice, une idéologie raciste et une idéologie qui consiste à vraiment persister à nous faire croire que c'est dehors et qu'on est en danger, que c'est un étranger qui va nous mettre en danger, alors que non, les femmes sont plutôt en danger chez elles, dans leur foyer, avec leur famille. Ça m'a beaucoup parlé, cette idée de trouver des façons de laisser les femmes coincées dans leur foyer parce qu'en fait, elles seraient en danger partout ailleurs. En fait, moi, j'adore l'aventure, voyager, bouger, pas forcément loin, mais c'est vraiment quelque chose qui m'anime beaucoup. Tu vois, si tu me demandes pourquoi t'es sur Terre, c'est clairement dans le top 3 des raisons, quoi. C'est d'aller partir à l'aventure, rencontrer des gens, prendre un train, enfin voilà. Et du coup, je me demandais, est-ce que toi, tu encourages les femmes ou toutes les personnes qui se retrouvent un peu dans cette injonction à rester chez soi, à bouger, à voyager, à prendre des trains Pas forcément. J'encourage les gens à arrêter de décourager les femmes de le faire. Ce que tu décris, moi, je l'ai longtemps vécu. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis peut-être... j'ai une approche différente du voyage. Moi, plus je suis chez moi, mieux je me porte. mais j'ai beaucoup voyagé et les sensations de liberté les plus grisantes que j'ai ressenties, c'est effectivement dans le voyage. Il y a un court passage où j'évoque un jour où il y a 15 ans, j'étais dans les rues de Rio toute seule, le nez au vent. On m'avait envoyé là-bas pour un reportage. À l'époque, j'étais reporter pour le magazine Elle. Et on m'avait dit, Rio, c'est très dangereux. En tant que femme dans les rues de Rio, tu vas vraiment être perpétuellement en danger. Et je me rappelle, j'étais sortie de mon hôtel pour me balader sans carte, sans GPS, parce qu'il n'y avait pas de iPhone à l'époque. Vraiment, je fais un podcast d'ancienne. Et je m'étais sentie très libre. Et justement, j'avais ce sentiment d'échapper à la surveillance. Et en fait, aujourd'hui, dans le cadre de la promotion de mon livre, je rencontre plein de femmes qui me disent « Mais en fait, on est tellement nombreuses à voyager seules. » Plein de femmes qui font de la randonnée, par exemple. Et tout récemment, là, une femme me disait « Mais moi, j'ai fait de la rando toute seule tout l'été, dans tous les gîtes, sur tous les sentiers. Je ne croisais que des femmes seules. » On est déjà en train de le faire. C'est déjà une réalité. Donc, il y a un décalage profond. Et j'ai aussi entendu plein de femmes qui font de la randonnée ou qui aiment courir en forêt comme toi et qui entendent perpétuellement dans leur entourage « Mais ça va pas, mais t'es folle, mais c'est hyper dangereux de faire ça. » Alors qu'en réalité, pas tant que ça. Alors évidemment, il ne faut pas être imprudente, il faut avoir quelques mesures de sécurité, enfin voilà, un petit peu d'organisation. Mais surtout, il faut cesser de décourager les femmes d'explorer le monde et de se balader seules en forêt parce que oui, c'est chouette. C'est marrant parce que tu parles du mythe de la joggeuse, mais aussi du mythe de les femmes sont en danger dans l'espace public. Et tu cites Le Petit Chaperon Rouge. Ah.
Ouais, ma passion. En fait, oui. Alors, je me suis demandé depuis quand, en fait, on apprend aux femmes à ne pas circuler dans l'espace public, dans la forêt, qui pour moi est vraiment le symbole du savoir. En fait, la forêt, c'est le monde. C'était vraiment la façon dont on pouvait représenter l'inconnu, la découverte et l'aventure. Et le petit chaperon rouge, je me suis rendu compte que c'était encore une invention assez récente. Charles Perrault, donc on est à l'époque du Roi Soleil, se réapproprie un vieux conte populaire qui circule depuis la nuit des temps dans les campagnes françaises, qui était plutôt un récit d'initiation d'une jeune adolescente qui partait dans la forêt, qui ne se faisait absolument pas dévorer par un loup. C'était plutôt comment elle devenait une femme à travers une symbolique des menstruations. Donc le petit chaperon rouge, c'était un peu un symbole des menstruations. Et donc non, le loup ne la mangeait pas. Par contre, elle mangeait sa grand-mère. Alors je sais que c'est bizarre, mais c'est pas du tout la même histoire qui était racontée. Mais voilà, à l'époque de Louis XIV, on est aussi à l'époque où on interdit de dire mairesse, peintresse et autrice, où vraiment l'Académie française verrouille la possibilité pour les femmes d'accéder aux postes de savoir ou de pouvoir. Donc il y a toute une propagande qui est mise en place pour dire attention jeune fille, n'allez pas vous balader en forêt, sinon vous risquez d'être dévorée par le loup. Et c'est intéressant de savoir que ce conte-là, il est encore raconté. Il a persisté. Enfin, il a été repris. Il y a eu un remake par les frères Grimm au 19e siècle avec un chasseur qui vient sauver la petite fille. Donc, c'est vraiment aussi marrant de voir comment le siècle du romantisme vient à rajouter un héros masculin qui vient libérer les deux faibles femmes qui ont été dévorées par l'horrible loup. C'est super intéressant de le mettre en perspective aujourd'hui, et surtout même si on va chercher un peu plus loin avec une perspective écolo, avec l'animalité, etc. et l'incarnation du danger dans cet animal. Enfin, c'est fou que ce conte soit encore raconté aujourd'hui aux petites filles, quoi. Ouais, ça m'a donné envie de ne plus jamais en entendre parler, personnellement. En tout cas, pas cette version. Ou de se le réapproprier et de le retomber, quoi. Pour continuer, je voudrais qu'on mette en perspective l'idée de la solitude avec des notions comme l'amour et la folie, parce que c'est ce que tu fais dans ton livre. On en parle dans un instant. Dans cet épisode d'Encore heureux, on se questionne sur la solitude, l'enfant solitude même, avec Lorraine Bastide. À un moment dans ton livre, tu parles du fait de cultiver l'enfant solitude comme une façon d'échapper ce qui, par certains aspects, est une arnaque, l'amour. Tu peux nous expliquer ? Alors oui, c'est vrai. En plus, dans le livre, ça arrive assez tardivement. Je pense qu'il y a énormément de femmes qui ont envie de lire ça dans le livre, c'est-à-dire de raconter est-ce qu'elle a complètement renoncé à avoir une vie amoureuse et sexuelle. Alors non, justement, non, pas du tout. Et je crois qu'il y a au contraire la possibilité, quand on s'enracine dans une forme de solitude choisie, quand on atteint un endroit de sa vie où on se suffit à soi-même sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, où on s'aime assez soi-même, finalement, il y a la possibilité de voir s'épanouir des relations humaines, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales ou autres, tellement plus épanouissantes, tellement plus saines, libérées de toute toxicité et de toute dépendance affective. C'est un peu le scoop qui se cache au chapitre 6 ou 7 du livre. Qu'on vient de révéler. Non, mais parce que tu cites par exemple Eva Illouz qui dit que l'amour compense l'écrasement des femmes. Enfin, que voilà, souvent l'amour pour les femmes, c'est pas forcément un endroit d'émancipation. Tu dis aussi, est-ce qu'on n'est jamais plus dominé que quand on attend la réponse à un texto, où l'amour est une façon plus romanesque de s'aplatir que de passer la serpillière. Donc il y a une sorte de version de l'amour un peu étouffante, et on en a déjà parlé dans Encore heureux, et moi personnellement c'est l'un de mes sujets préférés. Il y a un amour plus émancipateur, et pour ça, comme tu le dis, il y a une notion de peut-être en avoir moins besoin, d'avoir peut-être plus envie et moins besoin. Oui, je pense qu'il y a ça. En fait, c'est dans ce chapitre que je mobilise la psychologie, et je pense que ça intéressera les auditrices d'Encore heureux qui s'intéressent à la santé mentale. En fait, si mon psy a autant rigolé quand je lui ai dit que j'allais parler de la solitude, c'est que la solitude, c'est un
enjeu fondamental en psychologie. En fait, notre conquête, c'est la conquête d'une capacité à être seul, à être bien seul. Et donc, le référent absolu de cette question, c'est Winnicott, le pédopsychiatre, qui est un peu le seul pédopsychiatre que les gens connaissent, l'inventeur de l'objet transitionnel et du doudou. Et donc, il a écrit un texte qui s'appelle « La capacité d'être seul » et qui désigne ce moment où l'enfant, le bébé, est capable de partir explorer le monde en ayant confiance dans le fait que sa mère ou son parent, donc l'objet absolu de son amour, va rester là, ne va pas disparaître entre-temps, et que quand il aura fini de jouer tout seul, il pourra retrouver cet amour intact. Ça, c'est la marque de ce qu'on va appeler un attachement sécure. Donc là, on arrive dans les théories de l'attachement dont tout le monde se régale sur TikTok parce que ça permet de comprendre pourquoi on a le cœur brisé dans nos relations amoureuses si souvent. Parce qu'il se trouve que beaucoup de personnes développent un style d'attachement qu'on va qualifier d'insécure ou de désorganisé. C'est-à-dire un style d'attachement où finalement, on n'est pas tout à fait sûr que la personne à laquelle on est attaché va rester. On va vivre dans la peur profonde d'être abandonné ou d'être rejeté. Ou alors on va osciller entre des moments de fusion avec cette personne et des moments de rejet très fort de cette personne. Bon, c'est la marque d'un attachement désorganisé qui peut prendre sa source très tôt dans le développement, dans le lien entre l'enfant et la figure parentale, mais qui peut aussi prendre sa source dans tout un tas de traumatismes qu'on vit au long de notre parcours qui peuvent un peu dérégler notre boussole d'attachement, quoi. Et il me semble que quand on apporte une lecture genrée sur ces questions, c'est intéressant. C'est pour ça que je convoque Eva Illouz, qui décrit très bien, qui dit « Attendez, la psychologie, c'est super, mais en fait, la sociologie, c'est top aussi. Et l'histoire, c'est utile également. Et regardons comment on a construit l'amour comme le seul espace où on a autorisé les femmes à s'épanouir. On a un peu toujours dit aux femmes « Alors non, vous n'aurez pas l'économie. Non, vous n'aurez pas la politique non plus. Non, le pouvoir, tout ça, c'est pas pour vous. Par contre, l'amour, vous allez pouvoir... Vous roulez dans le romantisme, dans la passion, vous recevrez des fleurs et des bouquets par des chevaliers servants, etc. Donc il y a un enjeu colossal dans l'amour chez les femmes. Et je pense que donc il y a un risque beaucoup plus fort chez les femmes d'investir cette question-là de façon un peu biaisée, quoi, un peu erronée. Et par ailleurs, là où je convoque encore la psychologie, je pense qu'on apprend aussi beaucoup aux femmes à ne pas s'aimer. J'aime bien citer Carol Gilligan, qui est une autrice que j'ai eu la chance de recevoir dans mon podcast et qui a écrit Une voix humaine, un texte où elle explique en gros qu'à la puberté, donc à peu près à l'âge où je commence à m'imaginer qu'il y a perpétuellement un homme qui me regarde et qui me juge, on apprend aux femmes à faire taire leur voix authentique pour y substituer une voix sociale. Donc évidemment qu'arriver à l'âge adulte, c'est très très difficile pour nous d'entretenir des rapports sains et authentiques avec des personnes puisque ce n'est pas notre voix authentique qui parle. Donc je pense qu'il y a un certain nombre en tout cas, il y a un intérêt à aborder cette question de l'amour d'un point de vue genré et que finalement, peut-être que la solution réside dans la réconciliation de notre voix authentique avec nous-mêmes, aller rechercher la petite fille qu'on a bâillonnée un beau jour dans un coin quand on avait 13 ans, alors que c'était une fille justement qui n'avait pas peur, qui courait, qui voyait le monde avec confiance. Et dès l'instant où on fait ça, on peut partir sans avoir peur d'être jeté, d'être jugé. Et ça peut donner lieu, je pense, effectivement, à des relations tellement plus saines. En fait, le paradoxe de la solitude que j'essaye de décrire dans ces pages, c'est que finalement, on arrête de se regarder le nombril. Je pense que dans les relations où il y a un attachement insécure, on est tout le temps en train de se demander est-ce que je suis suffisamment aimée ? Est-ce que je suis validée ? Est-ce qu'on me voit tel que je suis ? Quand on se débarrasse de ces questions, on se tournerait véritablement vers les autres. On est véritablement à l'écoute de la personne face à soi. On n'est pas en train de se demander ce que cette personne face à soi pense de nous. Et je pense que ça, c'est le secret, effectivement, de relations tellement plus épanouissantes avec le monde. Tu cites une étude de 2018 de l'université de Durham où tu montres que passer du temps seul, et là on parle bien d'une solitude qui est choisie, ça permet une sorte de désactivation émotionnelle. Ouais. Donc en gros, ça permet de redescendre de l'intensité. J'aime bien cette idée parce que s'il fallait encore un argument pour passer du temps seul, je trouve que c'en est un. Tu cites autre chose que je trouve vraiment hyper intéressant, c'est qu'en réapprenant à cultiver la solitude, en un sens, on réapprend à parler seul.
Un peu comme le font les enfants. Je parlais de mon ami imaginaire, mais d'ailleurs, il y a un papier de Libération qui est sorti il n'y a pas longtemps qui montre qu'en fait, la plupart des enfants ont des amis imaginaires. Et c'est normal parce qu'en fait, ils sont en conversation avec une espèce de voix qui est un peu la leur, qui voilà, et puis ça fait du bien. Et tu montres, d'ailleurs, tu nommes le fait que ça s'appelle de l'endophasie, donc le fait d'avoir un dialogue avec sa voix intérieure, que c'est totalement normal, mais que nous, et notamment en tant que femme, on en est privé pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas envie d'avoir l'air folle. Exactement. Ouais, on va beaucoup stigmatiser le soliloque, le fait de se parler seul. Et effectivement, voilà, quand on voit une vieille femme qui se parle seule, il y a une espèce de stigma social. Voilà, elle est folle, quoi. Alors qu'en réalité, le soliloque a longtemps été un outil de régulation très utilisé par les femmes, notamment dans les campagnes, parce que c'est très apaisant, en fait, de se parler à soi-même. C'est une façon de garder le fil aussi de ses pensées. Moi, je me suis rendu compte que ça m'aidait beaucoup dans mon trouble de l'attention. C'est quelque chose que je pratique énormément depuis longtemps. Alors, autrefois, je le pratiquais de façon un peu honteuse et cachée, mais maintenant, je l'assume beaucoup mieux. Parce qu'en fait, quand je me parle, ça m'aide, en fait. Je me rappelle où j'en suis. Je sais pas, par exemple, avant de partir, je dis, alors regarde, il est quelle heure ? Il est moins 10. Non, en fait, en vrai, ça va, parce que t'as le temps, du coup, de promener le chien, de remonter, faut pas que tu oublies tes clés, mets tes clés là, voilà, c'est bien. Et en fait, ça m'aide de fou de me guider, et à me guider dans mes gestes. Et effectivement, je parle beaucoup de l'enfance, en fait, dans ce livre, parce que je me rends compte que dans l'enfance, on a tellement moins ces problématiques-là. Les enfants, ils parlent tout seuls, tout le temps, quoi. Ils sont vraiment en train de commenter chacun de leurs gestes, de s'encourager eux-mêmes. Je sais pas si tu as vu cette vidéo de cette petite fille qui skie, où genre les parents ont mis un micro sur son casque, et genre et en fait c'est hyper mignon parce que tu la vois dans la pente et tu l'entends qui fait "Oh, that's so cool, yeah, good job". Enfin voilà, l'anglaise. et en fait c'est vrai que quand on est enfant, on s'encourage, on est vraiment très ancré dans sa vie. Et je pense que réveiller cette voix intérieure, c'est une clé d'une bonne santé mentale, en fait. Mais tu vois, cette petite fille que tu décris, ça se voit qu'elle a pas peur d'avoir l'air folle. Ouais. Et en fait, moi, quand j'ai lu ce truc de cette peur d'avoir l'air folle, je me suis dit, mais en fait, bien sûr, j'ai toujours eu peur d'être folle. En plus, moi, dans ma famille, il y a des graves problèmes de santé mentale, des troubles psy, donc il y a une peur un peu présente de ça. Ça m'a obligée à me confronter au fait que, par exemple, j'avais toujours très peur que ma mère exprime son grain de folie devant ses amis, quoi, ou mes amis. Je me suis aussi dit, ah bah cool, je pense à mes relations de maintenant, et notamment à la femme dont je suis amoureuse, et qui est la personne qui a le moins de filtre en public, et qui s'en fout complètement d'avoir l'air folle, et qui est tout... Parfois, tu peux être dans un bar, puis tu lèves la tête, et elle est pendue à un truc, avec son bras, elle fait n'importe quoi. Enfin, on dirait parfois... c'est des comportements que seuls les enfants s'autorisent normalement. Ouais. Et en fait, je me dis, mais c'est incroyable. J'ai réalisé en te lisant que si j'aime autant ça, c'est que ça me libère, et ça libère aussi tous les gens qui sont autour d'elle, quoi. Ouais. Cette peur d'être folle, je pense qu'elle est vraiment... Elle traverse en fait l'histoire de la vie des femmes. C'est vraiment super intéressant de voir qu'aujourd'hui encore, on traite beaucoup les femmes de folles. Enfin, moi, par exemple, actuellement, je suis en pleine promo de mon livre, je suis très visible sur les réseaux sociaux et vraiment, c'est fou. L'adjectif, elle est folle. Quand il y a une vidéo de moi interviewée sur France Culture, par exemple, qui circule, et il ressort, en fait. Mais on peut aussi s'intéresser à cette étudiante en Iran. On a tous vu ces images, ce magnifique geste politique qu'elle a fait, voilà, de dénoncer l'obligation de porter le voile dans l'université en se déshabillant devant l'université, en croisant les bras pour défier les autorités et la police des mœurs qui est responsable de la mort au moins une femme en Iran. Et elle n'a pas été envoyée en prison en tant qu'opposante politique. Elle a été envoyée à l'HP. Elle a été envoyée à l'hôpital psychiatrique en tant que malade mentale. Donc, on pathologise beaucoup les femmes, qu'elles soient artistes, qu'elles soient militantes. On peut penser à Louise Michel, on peut penser à Camille Claudel. Enfin, il y a énormément de figures de femmes dans l'histoire qu'on a enfermées parce qu'elles étaient peut-être juste différentes. Et je me demande si le fait de grandir avec une forme de neuroatypie, comme ça a été mon cas, avec un diagnostic de TDAH qui est arrivé vraiment très très tard dans ma vie, je me refais le film en fait de ma vie et je sais que souvent je me disais quand j'étais petite, j'aimerais bien être bonne sœur.
où j'avais l'impression que finalement, aller dans une cellule, me cacher du monde, ce serait une bonne façon d'échapper au jugement extérieur et de pouvoir cacher que je suis bizarre, que je fonctionne de façon bizarre. Et ma théorie, c'est je pense qu'il y a énormément de femmes pour qui le couvent, à l'époque, représentait une forme d'issue, une forme d'endroit où on pouvait échapper aussi bien au mariage forcé, la plupart du temps, aux grossesses, qui était littéralement un risque pour sa vie perpétuelle, et pouvoir laisser s'exprimer une forme de fantaisie loin des regards de la société. Et le couvent a disparu, et je crois que ces femmes-là, elles se sont retrouvées très vite, notamment au 19e, où on s'est vraiment mis à chasser les mauvaises filles, à les enfermer, à les mettre en maison de redressement. C'est devenu la maison de redressement, puis l'asile, l'hôpital psychiatrique. Je crois qu'en fait, il y a vraiment une droite ligne entre finalement la cellule du couvent. C'est un endroit un peu tordu de mon texte. Genre vraiment, j'ai mis tellement de temps à l'articuler parce que je me disais, mais est-ce que c'est OK de dire ça ? Mais je crois vraiment que c'est OK, en fait. Je crois vraiment que toute forme de neuroatypie chez les femmes a été punie d'une forme d'enfermement et constituée pour les femmes une réelle mise en danger pour sa personne. Donc c'est fabuleux. Enfin, j'envie ton amoureuse d'avoir ce lâcher prise dans l'espace public qui est, je pense, hyper dur à conquérir. Et en même temps, c'est ce qu'on souhaite, le droit de pouvoir exprimer notre fantaisie, notre atypie sans s'interroger, quoi. Mais c'est vrai que je me suis posé la question de comment notre société elle est organisée, elle est structurée. Tu cites Maud Manoni, pionnière de l'antipsychiatrie, qui explique dans les années 70 sur France Culture que la folie n'a pas toujours besoin d'être soignée. Parfois, elle a juste besoin de lieux pour être reçue. Ouais. Mais où, dans notre société, on peut exprimer notre folie, en fait ? Bah oui. Dans l'enfant solitude, parce que c'est aussi important de dire que dans ce livre, j'appelle surtout pas à fermer sa porte à double tour et à blinder ses volets. Aussi pour tout ce que j'expliquais tout à l'heure au sujet de l'amour, c'est tellement valable au sujet de l'amitié. Et je pense que développer des amitiés sécures, c'est en fait la meilleure façon aussi de pouvoir s'exprimer dans toute son authenticité et de pouvoir, se libérer des injonctions sociales et de la normativité. Donc je pense que c'est hyper important d'avoir des gens avec qui on peut être soi, quoi, et les laisser rentrer dans sa cabane pour partager des moments, ouais. Pour terminer, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de cultiver son enfant solitude ? Par quoi on commence ? Eh ben, une bonne thérapie. En tout cas, ça m'a énormément aidé. C'est un peu le livre de ma thérapie, on va pas se mentir. Hein. C'est un peu le livre qui raconte comment je suis passée d'une solitude que je m'infligeais parce que j'avais peur des autres, parce que j'avais peur du monde, parce que j'avais peur qu'on me trouve folle, à une solitude que je chéris parce que c'est celle de mon ancrage et de mon authenticité et de ma connexion réelle au monde. Et ça, vraiment, c'est grâce à ma thérapie. Merci beaucoup, Lorraine Bastille. Merci à toi, Camille. Chers auditeurs, je vous souhaite une solitude heureuse et surtout choisie. On se retrouve sur Instagram @encoreheureux-podcast et sur binge.audio. Si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à Encore Heureux, mettez-nous 5 étoiles et plein de commentaires sur votre application de podcast. L'émission a été réalisée par Paul Berthiaud, produite par Charlotte Bex et Marie Foulon. À bientôt.